Voilà, on va parler des accents. Et donc, il y a deux raisons pour lesquelles je m'intéresse à ce sujet. La première, elle est personnelle. Moi, j'ai toujours grandi en région parisienne, d'où mon accent, parce que mon père était de là-bas. Et ma mère, qui était auxerroise, elle parlait avec un accent béarnais très prononcé. Peut-être au déplacé. Est-ce que c'est mieux là maintenant? Non. Non plus. Je suis obligé de me mettre là pour des raisons informatiques. Appuyez là aussi. Est-ce que c'est mieux là? Oui, je vais essayer de mettre la voix bien en avant. Et quand ma mère était en région parisienne, on se moquait d'elle tout le temps. Mais qu'est-ce que vous avez comme accent? Mais quand on passait les vacances dans le petit village de la vallée d'Ossau, c'est de mon père que l'on se moquait. Et de moi, parce que c'était nous qui avions un accent. Et très tôt, sans doute, je ne savais absolument pas que je ferais des conférences un jour sur les accents, évidemment, mais enfant, je pense que j'ai compris très tôt que finalement l'accent c'est toujours celui de l'autre. Et puis il y a une deuxième raison pour laquelle je m'intéresse à ce sujet, c'est que donc, je travaille à l'Express depuis un petit moment, et avant j'étais à la Croix, et depuis très longtemps je m'intéresse aux régions françaises. Et j'ai fait beaucoup de choses sur les régions françaises, mais je me suis intéressé notamment beaucoup aux langues régionales, aux langues dites régionales. Je me suis intéressé aussi à la manière, aux raisons pour lesquelles elles déclinent actuellement. Ça ne se fait pas par hasard, c'est une raison politique, mais je ne vais pas faire la conférence sur les langues régionales. Et donc j'ai développé tout un travail sur ces notions de région et de langue. J'ai lu beaucoup de choses dessus. J'ai compris très vite également que je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait autour des langues régionales si on ne s'intéressait pas à la langue française. Donc j'ai écrit beaucoup d'articles sur l'histoire de la langue française. J'en ai fait un petit livre. J'en parle ici pas pour faire de la pub, parce que c'est gratuit, hein, si jamais ça vous intéressait, qui a été réédité par le ministère de la Culture. En fait, c'est la somme de mes articles que j'avais fait pour l'Express. Et puis, depuis un an et demi maintenant, je publie une lettre d'information hebdomadaire sur les langues de France, que ce soit le français ou les langues dites régionales. Là aussi, je fais de la pub parce que c'est gratuit, sinon je ne me permettrai pas. Et ça me permet en fait de rencontrer beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Moi, je ne suis que journaliste, mais je rencontre des linguistes, des académiciens, des lexicographes, etc. Et donc, ça me permet de compléter ma culture en la matière et d'améliorer en fait ma connaissance du sujet. Et pour en venir aux accents, donc je prépare maintenant un livre sur le sujet avec le collègue dont on a parlé, Jean-Michel Apathy, qui est bien plus connu que moi. Et c'est intéressant, Jean-Michel Apathy, parce que c'est quasiment le seul journaliste de l'audiovisuel qui fait une très belle carrière dans l'audiovisuel, alors qu'il a de mauvais accents, si je puis dire. Qu'il a un des mauvais accents, bien sûr, mauvais accent, c'est avec des guillemets, et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est intéressant. Je vous expliquerai comment il y est arrivé. Moi, ce qui m'importe, si vous voulez, c'est que souvent, on considère que les accents, c'est pas un sujet sérieux. C'est quelque chose d'anecdotique, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Je pense que c'est plus compliqué que ça, que c'est un sujet, c'est pas le sujet le plus important du monde pour autant. C'est le grand événement politique du moment et de l'actualité tout court. Et Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas exprimé depuis ces images que l'on a vues. Et donc il y a beaucoup de journalistes qui souhaitent l'interroger. Et là on est à l'Assemblée nationale, salle des 4 colonnes, c'est l'endroit où les journalistes croisent les députés. Et pour la première fois, un journaliste peut poser une question à Jean-Luc Mélenchon sur cette affaire. Et vous avez entendu, c'est une collègue qui pose la question, elle a un accent méridional, et elle lui rappelle en fait ce que Jean-Luc Mélenchon disait un peu plus tôt quand François Fillon avait eu des ennuis lui aussi avec la justice. Alors voilà ce que Jean-Luc Mélenchon déclarait quelques mois avant, c'est ce à quoi fait allusion la consoeur. C'est au juge d'instruire, à charge et à décharge et de présenter des preuves. Mais vous êtes le peuple, moi aussi, comment je peux savoir ce qu'a fait cet homme? Vous n'avez aucun moyen. Vous faites confiance au juge à 100%. Attendez, je n'ai pas d'autre choix que de faire confiance à la justice. Nous n'avons plus confiance. Nous ne sommes plus dans un état démocratique normal. Ce n'est pas normal de perquisitionner des sièges comme ça. Celui-ci qui ne veut répondre de rien, qui appelle à l'émeute contre la justice. Il faut que votre indignation s'entende dans tout le pays. Je compte sur vous parce que j'ai beaucoup pour me défendre. Je vous demande de ne pas accepter de se laisser faire et résister de toutes les manières possibles. N'obéissez pas. N'obéissez pas. Voilà, alors le montage accentue un petit peu les choses, mais on a bien compris l'idée de la journaliste, c'est de lui dire que quand c'était Fillon qui était interrogé par la justice, il faut faire confiance à la justice, et puis quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui a le problème à la justice est instrumentalisée. Donc l'idée, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Alors, vous avez vu sa question, objectivement, elle n'est pas très bien formulée à la consoeur, mais Jean-Luc Mélenchon a parfaitement compris, et ce qui est intéressant, plus que la polémique, plus que le fond, qu'on soit pour ou anti-Mélenchon, c'est pas très grave, c'est la manière dont il réagit. Jean-Luc Mélenchon, on en pense qu'on en veut, mais c'est un homme qui a des qualités intrinsèques incontestables, c'est un homme qui a de l'expérience, c'est un homme qui est un excellent orateur. Et qu'est-ce qu'il fait, Jean-Luc Mélenchon? Il s'en prend à l'accent de la consoeur. Vous avez entendu? Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, il lui dit,
Est-ce que quelqu'un peut me poser une question formulée en français? Bon, admettons qu'il ait voulu dire que la question était mal formulée. En tout cas, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est intéressant, et ça lui pose 3 problèmes à Jean-Luc Mélenchon. Le premier, c'est qu'il est embarrassé sur le fond, parce que quand c'est Fillon, il faut faire confiance à la justice, et quand c'est lui, il faut que la justice est instrumentalisée. Il y a un problème. Mais il a un deuxième problème, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est député de Marseille depuis 2017. Et le lendemain, et on est le lendemain, dans la Provence, il y a des articles qui ont dit aussitôt, mais comment se fait-il que Jean-Luc Mélenchon ose se moquer de l'accent de Provence, de l'accent méridional? Il est venu ici se présenter aux élections. Ses propres amis, j'ai enquêté, lui ont dit, Jean-Luc, quand toi tu es venu à Marseille, personne ne t'a reproché de ne pas avoir l'accent marseillais. Et puis il y a un troisième problème, c'est que qui, globalement, a gardé l'accent en France? C'est plutôt les classes populaires. Les classes bourgeoises, les cadres, etc., ils sont plutôt passés à l'accent standard. Et Jean-Luc Mélenchon, il est de gauche, et il prétend représenter le peuple. Et donc, en se moquant de l'accent, il se moque de son propre électorat. Et donc, il est très embêté avec tout ça, au point que, ce qui est très rare chez lui, il va présenter des excuses. Ce qui lui arrive rarement. Et le problème, vous allez voir, c'est que les excuses vont être formulées ainsi. Et il peut arriver qu'on commette ici, là, une erreur ou une autre. J'en profite pour dire combien je suis désolé de cette histoire avec je ne sais quel journaliste. Je croyais qu'elle se moquait de moi, parce qu'elle avait pris un accent marseillais et que je suis élu de Marseille. Voilà, et alors là, c'est pas terrible comme excuse, parce que Mélenchon n'a pas l'accent de Marseille, du tout. Deuxièmement, la journaliste ne s'est pas moquée de lui du tout, elle lui a posé une question. Troisièmement, je ne sais quel journaliste, il la connaît depuis 25 ans. Moi, je l'ai interrogé, au point que, dans une vie antérieure, Jean-Luc Mélenchon avait été député européen de la circonscription du Sud-Ouest, son siège était à Toulouse, la consoeur est toulousaine, et elle l'a suivi pendant 3 jours, ils ont même passé beaucoup de temps ensemble à ce moment-là, et ils se connaissent par cœur, elle suit le PS depuis 25 ans. Alors Jean-Luc Mélenchon n'est plus au PS, mais elle continue de le suivre. Donc, il la connaît par cœur, il sait très bien qu'elle est de Toulouse. Et puis la 4e chose, c'est qu'il confond Marseille et Toulouse. Comme si, depuis Paris, tout ça, c'était un vaste sud avec des gens qui parlent bizarrement. Donc, il y a une succession d'erreurs, et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment quelqu'un, encore une fois, d'aussi intelligent, de cultivé, de structuré que Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, on est d'accord ou pas d'accord avec lui, mais c'est quelqu'un qui a une vraie culture, une vraie hauteur de vue, on partage pas ses thèses, mais c'est pas un nul, Jean-Luc Mélenchon. Comment un homme comme lui peut faire autant d'erreurs en aussi peu de temps, si je puis dire? Alors, il y a plusieurs choses, il y a peut-être qui sont embarrassés paradoxalement, parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'une polémique sur l'accent a pris un tour national. Il y a eu des débats sur BFM et ailleurs sur est-ce que c'est normal de l'accent, etc. Deuxièmement, tout le monde a dit c'est pas normal. On va voir qu'après, on n'a pas beaucoup tiré les conséquences, mais tout le monde a dit non, c'est pas normal. C'est la première fois que les Français se sont rendus compte que se moquer de quelqu'un parce qu'il n'a pas le même accent que l'accent standard qu'on a à Paris, ça n'est pas normal et que c'est une forme de discrimination. Alors c'est ça que je vais essayer de vous expliquer dans la conférence. En 6 points, si je peux dire. Je vais d'abord rappeler que tout le monde a un accent, contrairement à un a priori très répandu. Je vais expliquer que parmi ces accents, il y en a un qui est supposé normal, que le choix de cet accent normal est complètement arbitraire et que c'est un enjeu de pouvoir. Je vais vous montrer à quel point ceux qui n'ont pas la chance de parler avec le bon accent, avec bien sûr des guillemets, sont l'objet de discrimination. Je vais expliquer que la caractéristique de cette discrimination, c'est qu'elle n'est pas reconnue comme une discrimination. Je vais vous poser la question, on va se poser la question de savoir si les accents ne vont pas disparaître. Et comme je sais, je suis d'un tempérament optimiste, je vais lister des séries de raisons qui permettent de penser qu'ils ne vont pas disparaître. Et puis on aura bien sûr un temps d'échange. Alors d'abord, je vais vous montrer que tout le monde a un accent. Moi qui suis à Paris, à fortiori, quand quelqu'un parle comme ma consoeur, ou comme vous, sans doute, une partie, nous voilà, celui-là, il a un sacré accent, on parlait ma mère. C'est tellement répandu que je vous ai pris un exemple, là aussi parmi d'autres, d'une émission de télévision, régulièrement. Tout le monde a un accent. L'accent, c'est quoi? C'est quand on parle, la manière d'insister sur une consonne, de mettre une voyelle, d'ouvrir ou de fermer un E ou un O. Il suffit de parler pour avoir un accent. Tout le monde a un accent. Dire « toi, tu as un accent, pas moi », c'est comme si un blanc disait à un noir « toi, tu as une couleur de peau, pas moi ». C'est aussi ridicule que ça, sauf que la règle en France, c'est « toi, tu as un accent, pas moi ». C'est si vrai qu'en France, on a des
de très nombreux accents. Alors, je vous ai fait une petite sélection et on va faire un quiz. Vous allez essayer de reconnaître les accents qui viennent ici. J'espère que ça marchait tout à l'heure, je pense que ça va marcher. Vous dites d'où vient l'accent qu'on va ici. Vous entendez Jane Birkin. Jane Birkin, elle a un accent anglais particulièrement prononcé. Pourquoi? Parce qu'elle est anglaise. Et que sa première langue, c'est l'anglais. Donc quand elle est passée au français, eh bien, elle a transposé l'accentuation de sa langue maternelle dans la deuxième langue qu'elle a parlée. Si on entend un allemand, personne ne s'étonne qu'il ait un accent allemand. Il a appris l'allemand, c'est son accentuation. En français, souvent les gens ont un accent. Alors on dit oui, mais là, ces gens-là sont français. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut rappeler qu'en France, pendant des siècles et des siècles, la majorité de la population ne parlait pas français. Ne parlait pas français. Je vous ai pris un petit tableau qui est très rapide. Au début du XVIe siècle, on estime que 10% de la population vivante en France parlait français. 20% au XVIIIe, 50% au XXe, 90% aujourd'hui. Donc, la langue d'origine des gens qui sont français n'était pas français. Et donc, quelqu'un qui était béarnais, concrètement, la première génération de béarnais qui s'est mise à parler français, elle a transposé dans le français l'accent béarnais. Les Alsaciens, c'est pareil, les Savoyards, c'est pareil, les Bretons, c'est pareil. C'est le même phénomène. C'est d'autant plus vrai qu'en France, je passe peu de temps sur ces cartes, ne regardez pas les textes, mais juste, on a une diversité de langues formidable. On a des langues germaniques, l'alsacien, mais aussi, vous voyez, le francique-mosellan, le wallon. On a une langue celtique, un peu qui nous rapproche des Gaulois, le breton. On a des langues latines, mais vous êtes bien placé pour savoir qu'entre quelqu'un qui parle le béarnais et quelqu'un qui parle le picard, c'est très différent, même si ce sont des langues issues du latin. Je ne vais pas dans les détails, et que même au sein des langues d'oc, ou de la langue d'oc, je ne rentre pas dans le débat, entre quelqu'un qui parle avec un accent gascon et quelqu'un qui parle avec un accent niçois, c'est très différent. On a des Corses, des Catalans, etc. Donc on a une très grande diversité linguistique. Et donc il est normal que des gens parlant d'autres langues dans le passé, quand ils se sont mis à parler français, aient tous transposé leur langue d'origine. C'est pour ça qu'il y a un accent en France à caractère régional. Alors on dit oui, mais quand ton tableau le montre, aujourd'hui, quasiment tout le monde arrive parle français dès la naissance, parce que tout le monde parle français. Mais il y a un deuxième phénomène qui joue, c'est qu'un enfant apprend une langue par imitation. Et donc si ses parents ont tous les deux l'accent béarnais, l'enfant va naturellement parler français avec l'accent béarnais. Donc voilà pourquoi il y a des accents en France aussi binaires. Et encore là, je n'ai pas parlé de tout l'outre-mer. On sait qu'il y a une vingtaine de langues en France métropolitaine, il y en a une cinquantaine outre-mer. Voilà. Alors, on a une diversité d'accents. En soi, c'est pas très grave, on va même s'en réjouir. On se réjouit de la diversité de nos paysages, de nos fromages. On a une diversité d'accents. Là, il y a un problème. Le problème, c'est que parmi tous ces accents, il y en a un seul qui est jugé normal. Il n'est pas seulement jugé normal, il est jugé supérieur. Là est le problème, et c'est en cela que c'est un enjeu de pouvoir. Alors, quel est l'accent normal? On dit souvent, c'est l'accent de Paris. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans la mesure où l'accent normal, alors je ne mettrai pas les guillemets à chaque fois, mais voyez-les à chaque fois que je le dis, c'est un des accents de Paris. En tout cas, ce n'est pas l'accent de Strasbourg, ce n'est pas l'accent de Pau, et ce n'est pas l'accent de Poitou. Mais c'est un des accents de Paris, parce que même à Paris, il y a plusieurs accents. Je vais vous en faire écouter deux des accents de Paris, et vous allez me dire ce qui n'est pas pareil. Parce qu'en fait, le mépris des accents non standards, c'est un double mépris. C'est le mépris traditionnel de Paris vis-à-vis des régions, de la province, mais c'est aussi un mépris social, le mépris de l'élite bourgeoise vis-à-vis du peuple. Et c'est en cela que la question des accents me paraît beaucoup plus intéressante et plus sérieuse que beaucoup le disent, le croient ou ont intérêt à le dire et à le croire. Et c'est en cela aussi que c'est un enjeu de pouvoir, parce que imaginez que dès la naissance, le bon accent entre guillemets, ce soit le vôtre. C'est facile. C'est facile. Si en revanche, imaginons que pour faire carrière en France, il fallait parler avec l'accent basque ou béarnais. Emmanuel Macron, par exemple, il aurait des problèmes. Jean-Luc Mélenchon, il aurait des problèmes. Il serait obligé de changer d'accent. Je prends eux, je peux en prendre 36 autres. Donc vous voyez en quoi c'est un enjeu de pouvoir. Non seulement pour vous, ça vous facilite la vie, mais vos enfants vont acquérir naturellement le bon accent qui permet l'accès au meilleur poste. Et donc, contrairement à ce qu'on dit, l'accent, ce n'est pas une question négligeable, c'est un enjeu de pouvoir. C'est d'autant plus vrai que le choix du bon accent est complètement arbitraire. Parce que du coup, toute la question est qui a le pouvoir de décider quel est le bon accent? Qui décide que le bon accent, c'est celui qui est actuellement au pouvoir ou ce ne serait pas celui de la vallée d'Ossau? La réponse est très simple. Celui qui décide du bon accent, c'est celui qui a le pouvoir.
la classe sociale qui a le pouvoir dit que parmi tous les accents, le bon accent, c'est le sien. C'est si vrai que le bon accent a changé avec la Révolution française. Avant la Révolution française, ce n'était pas du tout comme ça, comme moi je parle, par les hasards de la géographie, ou comme Emmanuel Macron parle. Le bon accent était très différent. Et je vais vous le faire écouter. Voilà comment on parlait, comment il fallait parler avant la Révolution. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Sont-ce des vers que voulez-vous les écrire? Non, non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. C'est un extrait du Bourgeois gentilhomme. C'est une pièce comique, mais je pourrais reprendre des pièces sérieuses de Racine, etc. Alors là, vous voyez, elle est prononcée comme à l'époque, ça s'appelle du français restitué. Et ce qui est frappant pour nous, c'est que les R sont très fortement roulés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le R roulé était perçu comme un symbole de virilité. C'était celui à la fois des paysans et du roi chef des armées, des gens qui travaillaient, enfin les paysans travaillaient dur, le roi était le chef des armées, c'était comme ça qu'il fallait parler. L'aristocratie parlait comme ça, traditionnellement. Mais en revanche, une partie de la population avait commencé à changer sa prononciation, notamment la bourgeoisie parisienne. Sauf que la bourgeoisie parisienne n'avait pas le pouvoir. Après 1789, quand ça n'était plus les aristocrates qui avaient le pouvoir par définition, donc il ne fallait plus parler comme ça, et la bourgeoisie parisienne qui a pris le pouvoir a dit maintenant il faut parler, c'est le R adouci, celui que j'ai moi, qui s'est imposé. Donc à travers, vous voyez, ce qu'on a appelé la bataille du R roulé, ça a été le symbole des idées anciennes contre les idées nouvelles, et c'est aussi la preuve de l'arbitraire total. En la matière, personne ne peut prouver qu'il vaut mieux rouler les R ou ne pas rouler les R, mais celui qui est au pouvoir a intérêt à imposer plutôt sa version des choses que l'autre. Pour bien parler, pour bien prononcer, il faut s'inspirer de la bourgeoisie parisienne. Le problème donc, c'est qu'une fois que ça s'est institué, il y a donc une hiérarchie entre les accents, et ça, c'est source de discrimination, notamment des discriminations professionnelles. Je vais vous le montrer à travers le secteur que je connais le mieux, qui est celui des médias. Je vous ai pris par exemple des extraits de qui présente les journaux télévisés nationaux. J'en suis à 28 fois, François Tête. On va zapper sur celui-là, parce qu'il y a 3 minutes de pub avant, on ne va pas le faire. On est sur le journal de France 2. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le nouveau 20h de France 2. Voici les titres de ce journal. Voilà, on est avec Anne-Sophie Lapix sur France 2. Bon, vous avez pris Gilles Boulot sur TF1, et on va zapper la pub. Mais vous pouvez faire le tour de tous les journaux télévisés. Tout le monde parle avec cet accent-là. On dit, c'est normal, c'est les journaux nationaux. Je dis, ça n'est pas normal. Voir la carte de tout à l'heure, on a une diversité des accents. Il faut se dire que sur l'ensemble des journaux télévisés nationaux, une diversité des accents qui reflèterait ce qu'est la France. Mais non, on dit non, il n'y a qu'un seul accent pour les journaux nationaux, ce qui est déjà très révélateur. Alors je me suis dit, en France, heureusement, on a la chance d'avoir une chaîne France 3 qui est la chaîne des régions. Donc j'ai regardé, j'ai fait le tour des JT de France 3 régions. On va avoir que soit la chaîne, pour présenter un journal télévisé en France, il faut parler avec mon accent, quelle que soit la région où vous êtes, et je vous redis qu'à de mon point de vue, c'est même pas normal que ce soit pareil pour les journaux télévisés. Alors, j'ai enquêté dessus, les responsables de chaînes de télévision me disent, bah oui, mais les écoles de journalisme nous envoient uniquement des journalistes qui parlent comme ça. Sauf que les écoles de journalistes, les directeurs, je suis allé les voir, ils me disent, mais les télévisions nous demandent des gens qui parlent comme ça, sinon ils ne les prennent pas. Et ça va même plus loin, c'est que les étudiants dans les écoles de journalisme, qui arrivent éventuellement avec un accent différent, ils savent que s'ils veulent faire carrière à la télévision, il faut qu'ils gomment leur accent. Et donc ils s'auto-censurent eux-mêmes. Sinon, ils ne passent pas. Donc le système tourne en boucle, s'auto-alimente, et ce que là je vous ai montré de manière un peu longue, enfin moins longue que prévu parce que les vidéos partent pas, c'est vrai dans d'autres secteurs. Alors on me dit, il y a des descriptions, regardez Jean-Michel Apathy. Je connais bien Jean-Michel Apathy depuis longtemps, et puis on va faire le bouquin ensemble, donc on se connaît de tant mieux. En 2 mots, pourquoi Jean-Michel Apathy effectivement arrive à faire carrière dans le visuel sur une rubrique sérieuse, entre guillemets, la politique, alors qu'il a le mauvais accent. Il faut savoir que Jean-Michel Apathy, c'est un journaliste de presse écrite, au départ. Et parfois, vous savez, il y a des partenariats entre une radio et un journal papier. Notamment, il y avait une émission politique sur France Inter qui associait France Inter et Le Parisien. Jean-Michel, à l'époque, était le chef du service politique du Parisien, et donc c'était lui qui représentait son journal, pour poser des questions à un invité politique.
Et donc France Inter a vu arriver affolé quelqu'un qui avait un mauvais accent, mais sur lequel France Inter n'avait pas de prise, parce que c'était le Parisien qui décidait de qui envoyer. Et donc, un peu affolés, ils ont été obligés d'accepter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est une émission hebdomadaire, le partenariat s'est reproduit. Au bout d'un moment, les gens de France Inter ont quitté leurs a priori, ils ont fini par écouter des questions que posait Jean-Michel Apathy. Et Jean-Michel Apathy, c'est subjectif, mais je vous dis ce que je pense, c'est un très bon journaliste politique. Et donc, au bout d'un moment, ils se sont dit, il est bon ce garçon. Il n'a pas le bon accent, mais c'est un bon journaliste. Et un jour, Jean-Luc Hess, qui était le patron de la rédaction de France Inter, l'a embauché à France Inter comme chef du service politique de la radio. Et comme il avait pu passer le filtre de l'a priori, ça a marché. Et ensuite, il est passé sur RTL pour présenter la plus grande émission de radio, au sens c'est l'émission qui fait le plus d'audience sur un quart d'heure, c'est l'invité politique de RTL du matin. Mais il faut savoir, là aussi j'avais enquêté, qu'il y a eu des débats homériques à la radio, entre ceux qui voulaient qu'il soit pris, puisqu'il l'a été, et ceux qui disaient on ne peut pas prendre le risque de se ridiculiser. Donc, vous voyez, le cas de Jean-Michel est intéressant parce qu'il y est arrivé, mais il est arrivé par la petite, enfin, pas par la petite porte, c'est pas un reproche, parce qu'il est vraiment de grande qualité. Il est arrivé avec ce partenariat qui lui a permis de passer par-dessus les a priori. Mais s'il s'était présenté jeune journaliste à 22 ans en disant « Bonjour, je voudrais faire de la radio », on lui aurait dit « Pas question ». Et puis l'autre problème, c'est que, oui, Jean-Michel Apathy. Citez-moi beaucoup d'autres journalistes connus qui n'aient pas l'accent standard. Donc malheureusement, Jean-Michel, c'est une réussite, c'est très bien, mais c'est l'exception, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je me suis un peu appesanti sur les médias audiovisuels. Comédienne, elle a fait appel à Igor, un coach vocal réputé, pour l'aider à perdre son accent de Nice, sa ville d'origine. Il y a des moments où en casting, on me dit, ben voilà, ça serait bien si vous n'aviez pas l'accent, donc c'est pour. Voilà. Donc il faut se payer des cours d'orthophoniste ou de coaching vocal pour changer son accent si on veut faire carrière. Voilà un extrait d'un film qui a marché où quelqu'un a un accent assez prononcé provençal. Franchement, c'est trop dur tes fils, hein. J'étais comme une merde, hein. T'es chez toi ici, et nous on est ta famille, non? Franchement, moi t'es comme mon père, la vérité. Oui, alors là, c'est un film qui s'appelle La graine et le mulet, avec une jeune actrice qui s'appelle Afsia Herzi, qui est originaire de Manosque, qui a un accent très prononcé. Alors là, ça tombait bien parce que ça se passait dans un milieu populaire. C'est un film un peu art et essai avec peu de budget. Le problème, c'est que cette jeune femme a été lancée par ce film et elle a voulu faire carrière. Et donc elle a cherché à avoir d'autres rôles. Alors là, les ennuis ont commencé. Voilà ce qu'elle déclare. Après le tournage de La graine et le mulet, j'ai voulu tenter ma chance à Paris. J'ai commencé à passer des castings, mais on me reprochait toujours d'avoir l'accent marseillais. J'ai donc pris des cours de diction. On pourrait se dire effectivement que mais ça n'est pas un problème. Alors j'ai interrogé par exemple un garçon qui s'appelle Daniel Mesguich, que vous connaissez peut-être, qui est un grand acteur de théâtre français, qui a dirigé le théâtre de Chaillot, qui a joué au Palais des Pavillons, qui a dirigé la Comédie Française, etc. Je le dis. Il est originaire il est pied noir, il a vécu longtemps à Marseille, il peut vous faire tous les accents de la terre spontanément, c'est assez impressionnant. Et je lui dis, est-ce que vous pourriez faire jouer une grande pièce de théâtre classique par quelqu'un qui n'aurait pas l'accent standard? Et voilà ce qu'il répond. Jamais je ne ferai jouer Bérénice par une actrice avec l'accent bourguignon, aussi géniale soit-elle, car ce que l'on remarquerait avant tout, ce ne serait pas son interprétation, ce ne serait pas la mise en scène, ce serait sa manière de parler. Voilà. Ça va tellement loin que finalement, à force que ce système se reproduise un peu dans tous les secteurs, ça finit par forger des mentalités collectives. Vous avez sans doute vu Manon des Sources, enfin, vous avez sans doute vu, des films extraits de Pagnol. Regardez comment ça marche, j'en avais pas pris conscience. C'est un garçon qui s'appelle Juan Emilio Blay qui a relevé ça. Regardez ça. On essaie de Manon des Sources. Ça devrait partir. Regardez ceci. Je comprends rien. Je sais très bien lire, mais les numéros, ça va mourir. Bien, moi, j'y comprends fort bien. Je suis le nouvel instituteur. Je cherche à constituer une collection des minéraux de ces collines. Ici, c'est du Crétacé-Jurassique de la deuxième époque du Quaternaire.
Un peu pour l'orgueil, un peu pour pas séparer l'argent, alors qu'ils sont mariés entre cousins, cousines, cousines, cousins, et même l'oncle avec la nièce. Il a développé le chiffre qui explique que si tu commences avec de la paix, au bout de 6 mois, tu peux en avoir plus de 1000. Et que si tu les laisses continuer, ben c'est la perdition. Et que c'est comme ça qu'ils ont mangé l'Australie. L'Australie, bien sûr qu'on le savait, tout le monde le savait. La vérité, c'est que personne n'a osé se mettre contre les souverains pour défendre un homme qui était notre respect. Vous voyez la présentation. Et alors c'est si vrai qu'il y a eu un film récemment sur l'écrivaine Colette. Colette, vous le savez peut-être, était bourguignonne. Et on a des enregistrements de Colette. Je vous en fais écouter un. Comme je viens de vous le dire, et que je ne me lasserai pas de me répéter, je supporte de plus en plus mal la littérature, quelles que soient ses sources et sa signature. On entend bien l'accent bourguignon de Colette. Et donc il y a un film qui vient de sortir qui est une biographie de Colette, donc quelque chose qui est très travaillé sur elle. Voilà ce que ça dit. Quand tu m'as trouvé, je ne connaissais rien. Tu m'as façonné selon tes propres désirs. Et tu as cru que je ne m'émanciperais jamais. Mais tu t'es trompé. C'est la main qui tient la plume qui écrit l'histoire. Je peux peut-être dissuader l'agresseur. Bof, l'agresseur ne va pas dire « Ah pardon madame, je vous tâtais les nichons parce que j'avais pas vu le panneau qui disait que c'était mal. » Alors cette affiche peut-elle aider la victime? Bof, aucune victime ne va dire « Attendez monsieur, vous pouvez arrêter 2 secondes de tripoter parce que je voudrais passer l'alerte via la plateforme, mais je ne trouve pas la touche slash sur mon clavier. » Vous avez remarqué? L'agresseur a l'accent marseillais, la victime a l'accent standard. Rien ne l'oblige à faire ça. Rien, non, elle pourrait faire exactement l'inverse. Je ne pense pas qu'elle y ait pensé. C'est inscrit dans les mentalités collectives et ça alimente les préjugés déjà installés. Paris, c'est la ville lumière. Viens découvrir Paris. Paris, c'est ma terre. Tu entends? Ma terre, la mer, le ciel, c'est revenir à l'essentiel. Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, mon nouvel horizon. Vous voyez? C'est formidable. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pour ça que je rends hommage au garçon qui a fait ça. C'est formidable. C'est la même erreur dans les deux cas. Et dans un cas, ça paraît impossible, et dans l'autre cas, ça se fait. Alors, il y a un jeu qui s'appelle maintenant Occitanie. C'est quand même affolant. Vous voyez à quel point c'est inscrit dans les têtes et que ça ne fait réagir personne parce qu'on on vit dans une ambiance et il y a des préjugés qui se sont installés fortement. Et donc ça a des conséquences. Je vais aller plus vite, mais vous passez un concours d'agrégation à l'université d'être classique. J'ai des témoignages, il y a des gens qui ont pris des cours d'orthophonie pour passer parce qu'on leur a dit qu'avec leur accent de Nice, ils ne l'auraient pas. Et la même personne m'a expliqué qu'il y a une jeune fille qui est passée juste après elle et qui a été accueillie par tiens, je ne savais pas que Mireille Mathieu voulait devenir agrégée d'être classique. Vous voyez, vous passez un concours qui est extrêmement difficile. Et la première remarque que vous avez, c'est vous êtes Mireille Mathieu. Vous avez vu quelqu'un qui a été recalé à l'agrégation d'être classique parce qu'elle prononçait un X dans une œuvre, dans Emma Bovary, je crois que c'était Madame Roux, et on refusait, on dit vous dites Roux, on dit Roux. Il avait tort parce que la personne avait étudié dans la région, elle a été recalée à cause de ça. J'ai des témoignages de gens qui font passer l'agrégation d'histoire à Bordeaux, dont des membres du jury ont dit je refuserai toujours d'accepter quelqu'un qui n'a pas l'accent standard parce que ça ne fait pas sérieux. Michel, au privé, vous l'avez vécu, je vais vous citer une anecdote d'une collègue un jour avec qui j'expliquais que je travaillais là-dessus et elle me dit, mais elle parle comme moi. Elle me dit, mais tu sais que moi, je suis d'Avignon. Je lui dis, bah non, je ne sais pas que tu étais d'Avignon. Elle me dit, si, je suis d'Avignon. Je lui dis, t'as jamais eu l'accent d'Avignon? Elle me dit, ah si, si. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, c'est simple, j'étais à Sciences Po. C'est une fille brillante quand même, hein. C'est pas facile de rentrer à Sciences Po. Et on m'avait dit qu'il fallait prendre la parole tout de suite pour se faire bien voir. Vous savez, Sciences Po, c'est très compétitif, c'est très impressionnant, avec un milieu modeste. Et donc le premier jour, le prof, plutôt sympa, parle de Giscard d'Estaing et dit est-ce que vous pouvez me rappeler quand a été élu Valéry Giscard d'Estaing? Alors elle lève la main, et elle dit en 1974. Éclat de rire général. Tout l'amphi se modèle. Un peu ce que tu as vécu 6 mois avant. Vous voyez, Sciences Po, 300 étudiants dans un amphi, un peu l'élite. Elle a été tétanisée.
Elle m'a expliqué qu'elle n'a plus repris la parole de l'année. Elle a à mon âge, donc elle a acheté des cassettes. Elle s'enregistrait. Elle avait des cassettes avec l'accent standard. Elle se reprenait, etc. Elle a passé 1 an à ne pas ouvrir la bouche au public, à s'entraîner chez elle. Elle est arrivée. Aujourd'hui, elle parle comme moi. Et ses enfants, naturellement, parlent comme elle. Parce qu'elle n'a pas envie que ses enfants vivent ce qu'elle a vécu. Donc vous voyez ce qu'elle... Enfin, je pense que vous savez d'autant mieux que vous en avez sans doute été victime à plusieurs reprises. Mais il ne suffit pas d'être interdit d'accès à quelque chose. Dans la vie de tous les jours, j'ai eu un autre témoignage, quelqu'un qui était du Lot-et-Garonne, me semble-t-il, il était principal adjoint, il écoutait dans le Loir-et-Cher. Première réunion, tous les profs, le proviseur, etc. Le proviseur dit, bon, voilà, nous accueillons notre collègue, je vais vous présenter. Il dit bonjour à tous. Je ne vais pas prendre l'accent parce que moi je vous fais mal, et j'ai trop de respect pour ça. Éclat de rire général. Il dit, voilà, mon autorité était mise en cause dès l'entrée parce que j'avais dit bonjour. Voilà, des exemples comme ça, je pense que vous le connaissez, vous savez quand même, il y en a des dizaines. Vous avez la parole, il parle, ah, vous nous apportez le soleil. Il dit, monsieur le président, je ne vous apporte pas le soleil, je vous apporte un dossier. Parce qu'il en a ras-le-bol, parce que vous voyez, le soleil, c'est pas sérieux. C'est ce que disait. Si je veux faire une partie de pétanque et boire un Ricard au soleil un samedi après-midi, je vais le faire avec un Marseillais. Mais si j'ai la sécurité informatique de mon entreprise à changer, c'est pas à vous que je vais le passer. Oui, donc quand on vous dit, vous apportez le soleil, c'est chantant, etc., oui, c'est sympa. C'est sympa, c'est pas sérieux. La seule chose qui peut vous rassurer, c'est que l'accent gascon est jugé pas sérieux, mais sympathique. Quand vous avez l'accent du Nord ou l'accent de l'Est, c'est pas sérieux et moche. Et quand vous avez l'accent d'un jeune de banlieue, là, c'est pas sérieux, moche et dangereux. Donc il y a une hiérarchie par la discrimination, si je puis dire, mais dans tous les cas, c'est au mieux condescendant, méprisant. Au mieux. Et ça n'est pas acceptable, à mon avis. Dire vous nous apportez le soleil, c'est déjà ne pas vous prendre au soleil. Les conséquences sur la santé. Et en fait, j'ai rencontré un médecin qui est un psychiatre qui travaille sur la question du refoulement des langues et des accents. Parce que c'est le même mécanisme. Et je ne comprenais pas trop pourquoi, et en fait, il explique quelque chose de très clair. Il explique que la langue et l'accent, c'est quelque chose qui constitue profondément notre identité à tous. C'est aussi important que le visage ou que le nom de famille. Pourquoi? Parce que quand un enfant naît, son premier rapport au monde, évidemment, c'est avec sa mère et sa famille, et c'est par le langage qu'il va transcrire ses émotions, percevoir le monde, désigner le monde qui l'entoure, grandir, s'ouvrir à la vie. Renoncer à sa langue, ou renoncer à son accent, quand vous grandissez, comme vous dites, ça n'est pas le bon accent, tu ne parles pas une vraie langue, tu parles comme patois, qui n'a aucun intérêt. Là, vous êtes obligé de renoncer à quelque chose de votre identité profonde. Ça développe chez vous, consciemment ou inconsciemment, ce qu'on appelle la honte de soi. Je parle mal, on parle mal. Donc vous développez une honte, alors c'est plus ou moins conscient et plus ou moins marqué selon les individus, et ce refoulement, le fait de devoir changer de langue ou de vivre avec une langue qui est maîtrisée, ou un accent qui est maîtrisé, là, ça entraîne une perturbation psychologique. Alors, encore une fois, je ne dis pas vous êtes tous malades et allez voir le psy en sortant de la conférence, mais tous, chez tout le monde, ça entraîne un conflit, si vous voulez, entre ce que vous êtes profondément et que vous voudriez être naturellement, et ce qu'on vous demande d'être. Alors face à ça, il va y avoir plusieurs stratégies possibles pour les différents individus. Beaucoup s'adaptent en changeant d'accent. Ma consoeur, elle a tellement souffert, elle s'est adaptée, et puis maintenant elle souffre plus. Voilà. Et elle va conseiller à ses enfants de faire pareil parce qu'elle n'a pas envie qu'ils souffrent. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que ce n'est pas un vrai choix. C'est un choix qui est fait sous la contrainte de la moquerie ou de la rupture professionnelle de votre carrière. Vous le faites parce que vous êtes obligé de le faire. Vous ne le faites pas par choix, contrairement à ce que disent certains. Le deuxième cas, c'est quelqu'un qui va revendiquer son accent avec agressivité. J'ai rencontré un Marseillais qui me dit, moi quand je vois un Parisien qui arrive, je force mon accent pour lui montrer qu'il n'est pas chez lui. Mais c'est une autre réaction qui n'est pas saine. On devrait pouvoir chacun parler avec l'accent qui est le sien, normalement. Le fait de le revendiquer avec agressivité, ça prouve bien qu'il y a un malaise qu'il cherche à résoudre comme ça. Troisième solution, c'est je l'assume, et tant pis si on se moque de moi. Voilà. C'est pas très très agréable, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui le font, mais c'est pas normal. Déjà ça. Et là aussi, ça se double d'un discours condescendant.
il y a quelques cas où c'est un avantage. Par exemple, je prends cette publicité pour le jambon Bayonne. Montré du doigt par ceux qui n'ont jamais vu ce problème-là. C'est quand même une forme de café, me semble-t-il. Voilà. Alors tout ça, ça porte un nom savant, ça s'appelle la glottophobie. C'est pas moi qui ai inventé le nom, c'est un universitaire qui s'appelle Philippe Blanchet, à qui je rends hommage, parce que c'est lui qui a défini, d'un point de vue conceptuel et universitaire, cette idée. C'est glotto, c'est les langues, quelqu'un de polyglotte par plusieurs langues. Phobie, c'est ne pas aimer. Et donc, glottophobie, c'est discriminer quelqu'un en raison de la manière dont il parle, de la langue qu'il utilise. Et c'est pour montrer qu'en fait, c'est le même phénomène que la xénophobie, ne pas aimer les étrangers, l'homophobie, ne pas aimer les homosexuels, la judéophobie, ne pas aimer les juifs. Ça consiste à reprocher à quelqu'un non pas ce qu'il fait, on peut être critiqué pour ce qu'on fait, mais ce qu'il est profondément. C'est moquer quelqu'un, critiquer quelqu'un, juste en fonction de ce qu'il est. C'est donc une discrimination. Et ça porte le nom de glottophobie. Alors on me dit parfois, non, tu exagères, parce que l'accent, ça peut changer. Parfois, il y a des gens qui changent d'accent. Je trouve l'argument stupide. Je vais garder des mots polis. Au nom de quoi devrais-je renoncer à un élément essentiel de mon identité parce que c'est pas le même que toi ou parce que ça te fait rire? Et là, admettons, mais dans ce cas-là, demandons à tous ceux qui ont un attribut dont ils peuvent changer, de changer. Par exemple, demandons à un juif de devenir catholique. Demandons à un homosexuel de devenir hétérosexuel. Ça peut changer. Non, ça on va pas le faire. On va dire à celui qui a un accent, tu peux le changer, donc c'est pas une discrimination. C'est complètement faux. On reproche à quelqu'un quelque chose qui n'est pas objectivable, qui ne s'appuie sur rien du tout. Et puis troisièmement, c'est une souffrance, je vais essayer de le montrer rapidement, et donc il n'y a pas de raison de garder un système qui fait souffrir les gens, parce que changer d'accent, c'est souffrir plus ou moins consciemment, plus ou moins fortement, et donc ça n'est pas normal. Donc elle n'est pas reconnue comme une discrimination. Les mêmes personnes, et moi j'en vois souvent à Paris, qui au cours d'un repas ne laisseront pas passer à raison une critique contre un juif, une blague contre un homosexuel, etc., les mêmes vont se moquer, je l'ai vu ça, le type qui apporte l'addition, qui parle avec un accent provençal, là, est cadré. On vous doit combien? 54,82 €, tout le monde mord de rire. Les mêmes qui, 10 minutes avant, s'offusquaient qu'on ait pu s'en prendre à un homosexuel. Vous voyez, donc c'est une discrimination et ça n'est pas reconnu comme tel. C'est ça la caractéristique de la discrimination par les accents, au point que on peut faire carrière en France en tenant des propos discriminatoires. Voilà ce que disait un ancien PDG de France Télévisions il y a quelques années. Il est difficile d'imaginer un accent trop typé pour présenter un journal national. Imaginez qu'il ait dit, il est difficile d'imaginer un noir trop typé pour présenter un journal national. Imaginez qu'il ait dit, il est difficile d'imaginer un juif trop typé pour présenter un journal national. Je vous fiche mon ticket, qu'il était viré de l'envoi. Il dit ça, aucun problème, il a fini, paix à son âme, il est décédé, il a fini sa carrière, très tranquille. Tout ça nous amène à penser, oblige à poser la question, est-ce que les accents régionaux ne vont pas disparaître dans les années qui viennent compte tenu de tout ce que l'on constate? Alors, il y a des raisons de le craindre. Des études ont été faites par un linguiste qui explique ceci. Quand on sépare la population en 3 groupes, les moins de 30 ans, les 30 à 60 ans, les plus de 60 ans, les générations récentes ont des intonations moins marquées que les personnes plus âgées. Donc ça veut dire en gros que plus on est jeune, moins il y a de gens qui ont des accents. C'est assez logique dans la mesure où il y a tout ça qui joue en même temps. Pardonnez-moi, ça fait une bêtise. Voilà, alors il faut nuancer ça. Là c'est la grande tendance. Il faut savoir que le nivellement des accents est plus fort dans la moitié nord de la France, où les anciennes langues, le picard, le champenois, le normand étaient plus proches du français. Donc les différences étaient moins marquées, donc ça s'est fondu plus facilement. Dans le sud, dans l'est et l'outre-mer, les accents résistent mieux. C'est plus fort ce phénomène de nivellement, de disparition des accents au cœur des métropoles que dans les banlieues. Par exemple, si vous allez à Bordeaux, dans le centre de Bordeaux, on parle plutôt comme moi. Dans les banlieues populaires, vous allez retrouver l'accent gascon. Dans les petites villes, à la campagne et dans le milieu rural, les accents vont être plus marqués. Il y a des différences sociologiques. Les cadres, les bourgeois vont plutôt parler comme moi, et les ouvriers, les employés, les agriculteurs vont plutôt garder les accents. Voilà. Mais globalement, la tendance est nette et c'est logique, puisqu'il y a beaucoup de déménagements. Je crois que j'essaie de le montrer, ce que j'ai vraiment raté, c'est qu'on est face à un préjugé qui ne tient pas la route. Ça n'est pas un argument sérieux qui peut légitimer la disparition des accents.
Deuxièmement, c'est que malgré tout, il y a des accents qui se transmettent encore dans beaucoup de familles. Donc les accents existent encore. Troisièmement, il y a un mouvement qui va à l'inverse de ça, ce que les sociologues appellent le glocal. C'est un mot un peu compliqué, c'est une contraction de globalisation et de local. En fait, les sociologues observent que plus le monde va vers une économie globalisée, plus les gens ont besoin de racines. C'est ce qui explique par exemple que dans les calendrettes, ici, dans les écachelas juste à côté, plus de la moitié des parents qui mettent leurs enfants dans ces écoles, où toute l'éducation est en occitan ou en basque, n'ont aucune attache dans la région. Non seulement ils n'en sont pas issus, ils ne connaissent personne et ils ne parlent pas la langue. Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils ont envie que leurs enfants soient bien inscrits dans la culture locale. Vous avez chanté tout à l'heure, je pense qu'il y a des gens qui sont attirés par ça. Vous voyez, y compris des gens qui ne sont peut-être pas béarnais d'origine, ils sont très frappés. Vous voyez, on a envie de s'accrocher à ça, et peut-être des gens qui prennent des cours de langue, par exemple, qui n'ont pas d'attache. Ce phénomène de blocage, de reprendre un peu la prise sur un environnement qui nous échappe complètement, va dans le sens du maintien de l'histoire et de la valorisation des cultures locales. La quatrième chose, c'est que c'est un combat juste, donc ça mérite de le mener. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on arrive, et il y a deux moyens d'agir. Déjà, on pourrait demander à l'État de changer un certain nombre de choses. On pourrait demander à l'État d'instruire à l'école, qu'il y a un petit module de déniaisement linguistique, on dit un jour quelqu'un, qu'on apprenne par exemple que tout le monde a un accent, qu'on apprenne qu'il n'y a pas une langue, le français, et des patois vulgaires qui ne servent à rien. Qu'il y a un critique qui s'appelle Frédéric Mistral, qui écrivait en provençal et qui en 1904 a été prix Nobel de littérature. On pourrait apprendre en Béarn l'histoire de Gaston Phébus, on pourrait lire Camelot, vous voyez. Et je pense qu'on pourrait, dans les écoles de France, faire apprendre une fois, c'est ma faute. Ah oui, quand on a déjà arrêté de me mettre là-dessus, c'est créer un service d'égalité. Il y a au conseil de l'égalité entre l'homme et la femme, c'est très bien. Voilà. Il n'y a aucun haut conseil à l'égalité entre les accents en France. On pourrait le faire. On pourrait mesurer le phénomène. Je me suis renseigné auprès de l'INSEE. Personne en France, on peut vous dire, qui parle comme ceci ou comme cela. Ça n'est mesuré par personne. En Angleterre, on pourrait mener des campagnes de communication. En Grande-Bretagne, il y a une campagne de population en disant pour trouver un emploi, vous n'avez pas à changer votre accent. Est-ce que vous avez vu une campagne en France sur ce mode-là? J'en ai jamais vu. Le ministère du Travail ne s'est jamais occupé de la question. Je les ai appelés également, ils n'ont aucune statistique sur ça. On pourrait changer la loi. Là, c'est ambigu, c'est-à-dire on n'a pas le droit de discriminer quelqu'un en raison de son accent. Là, il y a un débat juridique, c'est que dans la loi, il est prévu qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un en fonction de ses origines. Et certains considèrent que l'accent, c'est fait partie des origines. Enfin, peut-être que certains pourraient dire, ce serait mieux si c'était marqué explicitement. Et puis, on pourrait favoriser la diversité sonore dans l'audiovisuel. Pour favoriser ça, j'ai découvert qu'il existait un baromètre de la diversité au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce baromètre comprend plusieurs critères, 7. Il y a l'origine perçue, blanc, noir, arabe, c'est vraiment les termes du CSA, le sexe, homme-femme, la catégorie socio-professionnelle, le handicap, l'âge, la situation de précarité et même le lieu de résidence. Pourquoi ne répondent pas les accents? Je vais voir le CSA, ils m'ont dit oui, on va y réfléchir. Mais vous voyez bien, il y a une telle absence de sensibilité, mais voilà le genre de choses que l'État pourrait faire s'il y avait une volonté réelle. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, quand on dit oui, mais l'État ne veut pas, s'en fiche, etc., ben non, on ne peut rien faire. Ben si, comme on a la chance d'être dans une démocratie, on peut faire pression sur l'État pour que petit à petit ce genre de préoccupation avance et que ça passe. Alors, ce qu'on peut faire en tant que citoyen, là il n'y a pas besoin de l'État, on peut attaquer en justice. Je postule à un emploi, on se moque de moi, Mireille Mathieu, à l'agrégation, je ne sais pas quoi, je vais voir le juge et je porte plainte. Pas sûr de gagner, pour la raison que je disais. Mais vous savez ce qu'est un procès, c'est que c'est une tribune politique. Et donc, grâce à ça, je favorise une prise de conscience. Je peux saisir le défenseur des droits. J'appelle défenseur de droit, personne ne l'a jamais saisi pour une question d'accent. Personne. Là, ce n'est pas la faute du défenseur des droits, il n'a pas été saisi. C'est nous, collectivement, mais c'était normal, pour la raison que je disais, et si on en prend conscience, on pourrait le faire. On peut utiliser les réseaux sociaux pour le faire savoir. Alors, je ne sais pas si vous n'écoutez pas une vidéo comme vous l'avez remarqué, il y a quelqu'un qui lutte contre les discriminations, contre les Noirs. Et voilà ce qu'il a fait comme film, pour essayer de renverser les préjugés. Et que ça partira dans un quart d'heure tout à l'heure, mais je vais continuer à parler, on verra si ça marche ou pas. Et puis, ce que je crois, c'est que, peut-être il est du Bourdin, mais il est à Pau, il fait souvent des, vous savez, sur le Tour de France, il passe souvent à la radio, et souvent il a des remarques. Et il me dit, voilà ce que je réponds quand on me dit, t'as un joli accent, et il lui dit, le tien est pas mal non plus. Vous voyez, c'est marrant,
Et du coup, la personne est surprise parce qu'elle s'aperçoit qu'elle a un accent. C'est pas mal. On peut le faire sur un mode plus grave, en disant, mais tu te moquerais d'un juif parce qu'il est juif? Tu te moquerais d'un noir parce qu'il est noir? Ben, tu te moques de moi pour la même raison, et moi ça me fait souffrir. Oui? Là, c'est plus. Voilà, on choisit sa méthode, mais au moins de ne pas laisser passer. Et ça, tout le monde peut le faire, pour qu'à force, cette demande de dire les accents doivent être discriminés, ben, ça remonte au niveau de l'État, et que les gens disent, bon, il y a des sujets plus sérieux, je vais faire autre chose aujourd'hui. Il faut, partant d'où on est, il faut que petit à petit cette prise de conscience se fasse. Voilà, donc la question, je vais mettre mon numéro de téléphone, mon courriel, comme ça vous pouvez m'appeler. Donc le bouquin de réflexion théorique qui est un petit peu ardu mais qui est très bien, c'est Discrimination, combattre la glottophobie, ça parle à la fois des accents et des langues, donc de Philippe Blanchet. Là c'est un livre de témoignage, je n'ai plus osé ouvrir la bouche, Philippe Blanchet et Stéphanie Claire-Conan. Un autre livre qui est très bien à la fois théorique et de témoignage s'appelle Putain d'accent, comment les méridionaux vivent leur langue, de Françoise Beck. Un livre qui explique d'où viennent les accents régionaux, Philippe Boula de Marolles. L'Atlas du français de nos régions, alors ça, pardonnez-moi, c'est un site, vous savez, le Percy. Là, vous pouvez aller sur Internet, c'est super, vous avez des tas de cartes avec... alors vous avez soit la prononciation, soit des mots. Par exemple, une poche, un sac, un pochon, etc. C'est fait par un universitaire. Et puis il y a deux films qui sont bien, avec ou sans accent de Vincent Bezombres. C'est un reportage qu'a diffusé France 3 entre minuit et 1h du matin, et qui décrit à peu près la même chose que moi. Et puis l'accent de Juan Biobès, c'est ceux des extraits que je vous ai montrés, Manon des Sources ou la publicité du Languedoc-Roussillon. Alors là, je fais ma pub, c'est vraiment de la pub. Hop, bientôt il y aura un livre. Donc celui que je prépare avec Jean-Michel Apathy, donc je ne suis pas sûr que le titre sera celui-là, ce sera celui de ça. Et puis je fais ma pub des langues, parce que mon parti pris c'est la défense de la diversité linguistique, l'Express, Michel Peltin-Palace. Vous tombez là-dessus et vous mettez ici votre adresse internet. Voilà. Et vous recevrez la langue gratuitement. Sinon, je vais ma lettre gratuitement. Je ne me permettrai pas de le faire sinon. Voilà. Merci beaucoup. On va passer maintenant au temps des témoignages et des questions.